Rendez-vous de l'actualité, nous retrouvons le journal avec Gabriel Attal. Gabriel, bonjour. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Bienvenue dans ce journal que vous pouvez suivre en direct et en vidéo sur notre chaîne YouTube Radio J, sur notre site internet radioj.fr et sur notre application smartphone Radio J officielle. Un troisième Israélien est contaminé par le nouveau coronavirus sur le navire de croisière Diamond Princess. La femme diagnostiquée a été évacuée dans un hôpital japonais pour des soins médicaux. À 2 semaines des élections législatives, dans une interview au Jerusalem Post, Yair Lapid a abordé la façon dont l'Alliance Bleu-Blanc a l'intention de faire face aux problèmes actuels du terrorisme, du Hamas et la position du parti sur le plan de paix de Donald Trump. En France, Olivier Véran a remplacé Agnès Buzyn ce matin au ministère de la Santé. Ma gratitude est immense, mon émotion traduit ma gratitude et l'admiration que j'ai pour vous tous, a déclaré l'ancienne ministre, la voix tremblante au moment de quitter son poste. Buzyn va mener à présent la campagne de la République en marche pour les municipales à Paris. Radio J. Les tensions sont toujours vives entre Palestiniens et Israéliens. Un terroriste palestinien a été arrêté ce matin après avoir tenté de poignarder un officier de police israélien sur le lieu saint du tombeau des patriarches à Hebron, a indiqué la police. L'agresseur a été rapidement appréhendé par d'autres officiers. Sécurité encore, une femme de 50 ans a été légèrement blessée par des jets de pierre à Binyamin, en Judée-Samarie. Des pierres ont été lancées sur un véhicule près de Choukba, près de Ramallah. Les médecins du Magen David Adom soignent la femme blessée par le pare-brise en verre brisé. Un troisième ressortissant israélien à bord du navire de croisière Diamond Princess a été diagnostiqué porteur du nouveau coronavirus, a déclaré le ministère des Affaires étrangères hier soir. La femme, qui n'a pas été identifiée, a été retirée du paquebot et emmenée dans un hôpital japonais pour des soins médicaux, a ajouté le ministère. Plus tôt hier, 2 Israéliens qui se trouvaient à bord du Diamond Princess en quarantaine au port de Yokohama ont été infectés par le nouveau coronavirus. Israël prépare actuellement le retour de ses 12 autres ressortissants mis en quarantaine sur le navire. Revue de presse à ce sujet, Olivier Granilik de Jérusalem. Hier, pour leur guérison, ce matin encore, le coronavirus est à la une de la presse israélienne, du Israël Hayom en tout cas, qui explique ce matin que le nombre de victimes du virus augmente de jour en jour et que la panique autour de la maladie augmente elle aussi de jour en jour. Le Yediot Ahronot nous apprend aussi que 3 Israéliens qui se trouvaient à bord du navire Diamond Princess en quarantaine au port de Yokohama au Japon ont été infectés par le coronavirus. Ils ont été transférés, c'est ce que nous explique ce matin le quotidien, dans un hôpital au Japon, tandis qu'Israël s'apprête à envoyer un médecin qui sera en contact direct avec les parties concernées au Japon et accompagnera les Israéliens dans les différentes procédures médicales. 15 Israéliens se trouvaient à bord de ce paquebot. Les autres Israéliens qui n'ont pas été contaminés doivent être rapatriés dans les prochains jours en Israël. C'est ce que nous explique donc ce matin le Yediot Ahronot. Le Israël Hayom ajoute qu'Israël est le premier pays à obliger ses citoyens qui reviennent de Thaïlande, de Hong Kong, de Macao et de Singapour d'être en quarantaine chez eux pendant 2 semaines. Les agents du ministère de la Santé effectueront des visites surprises pour vérifier que ces citoyens sont bien à leur domicile. C'est une mesure prise uniquement en Israël. Et toujours concernant ce virus, les rabbins israéliens se mobilisent. En effet, c'est le Haaretz qui nous explique ce matin que plusieurs centaines de personnes se sont retrouvées hier au Kotel à Jérusalem pour participer à des prières collectives dans l'espoir d'arrêter la propagation du coronavirus qui a tué, nous rappelle ce matin le Haaretz, près de 1700 personnes dans le monde. Ces prières étaient à l'initiative du grand rabbin de Tzfat, le Rav Shmuel Eliaou, et elles étaient dirigées par le rabbin Avi Berman.
Des tests ont révélé 99 nouveaux cas de coronavirus à bord du navire de croisière en quarantaine depuis début février au large du Japon, a annoncé aujourd'hui le ministère japonais de la Santé. Ce chiffre porte à 454 le nombre de cas positifs constatés sur le Diamond Princess sur 1723 personnes testées, précise le ministère. Et le bilan du nouveau coronavirus est de 1775 morts dans le monde et on compte 71 335 cas confirmés de contamination. 2 semaines pile avant les élections législatives israéliennes, le 3e scrutin en moins d'un an. Dans une interview au Jérusalem Post à paraître en intégralité ce week-end, le numéro 2 de l'Alliance Bleu-Blanc, Yair Lapid, a déclaré que l'État hébreu sera en grande difficulté en novembre si Benjamin Netanyahu est toujours au pouvoir et qu'un candidat démocrate remporte l'élection présidentielle américaine. L'ancien ministre des Finances a ajouté que le Premier ministre avait nui aux relations entre les États-Unis et Israël et en particulier avec le Parti démocrate. Lapid a précisé que le chef du gouvernement israélien avait pris des mesures qui ont profondément irrité la direction du Parti démocrate américain. Cela fait partie du travail du Premier ministre de s'assurer qu'Israël reste en étroite collaboration avec les États-Unis et maintenir la relation avec les Juifs américains, et aucune de ces choses ne s'est produite durant ces 4 dernières années, a-t-il poursuivi. Yair Lapid rejette également les affirmations souvent entendues selon lesquelles Bleu-Blanc ne saurait tenir tête à un futur président comme Obama. Le président de la Knesset, Yuli Edelstein, a déclaré aujourd'hui que les partis politiques arabes étaient un partenaire de coalition illégitime en raison de leur programme antisioniste, s'exprimant lors de la mission annuelle de leadership de la conférence des présidents. Edelstein a nié qu'il y ait eu un problème éthique avec Benjamin Netanyahu siégeant en tant que Premier ministre pendant l'acte d'accusation et le procès auquel il fait face. L'Alliance Bleu-Blanc a mené des discussions avec des représentants de la liste arabe unie après les élections de septembre en vue de former un gouvernement minoritaire soutenu extérieurement par la liste arabe unie, mais a finalement rejeté cette idée. De toute évidence, toute minorité est légitime et il n'y a rien de mal à avoir des Arabes à la Knesset et au gouvernement, a déclaré Yuli Edelstein lors de la mission de la conférence des présidents. Mais avoir des forces antisionistes qui soutiennent ouvertement le terrorisme, qui louent les terroristes qui ont tué 10, 20 ou 30 citoyens, des civils non impliqués, ne fait même pas d'un arabe un partenaire légitime pour une coalition, a ajouté Yuli Edelstein. Il a également affirmé sur les affaires pénales de Benjamin Netanyahu que tout le monde est innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie, y compris le Premier ministre. À 2 semaines des élections législatives, la campagne politique israélienne semble plus enlisée que jamais. Les Israéliens commencent d'ailleurs à redouter la possibilité d'un 4e tour pour cet automne. Les explications à Jérusalem de Pascal Sunshine. 15 jours exactement, les Israéliens vont retourner aux urnes. Pour la 3e fois en moins d'1 an, ce nouveau scrutin s'annonce aussi serré que les 2 précédents. Les acteurs sont les mêmes, les forces en présence aussi. Et les sondages publiés à la fin de la semaine confirment qu'il est toujours impossible de dégager une majorité. Un seul facteur nouveau est apparu depuis les élections législatives de septembre, la mise en examen de Benjamin Netanyahou. Le Premier ministre israélien a été inculpé, on le sait, de fraude, abus de confiance et corruption, et il a renoncé à demander à la Knesset de lui accorder l'immunité procédurale, à laquelle la majorité des députés était d'ailleurs opposée. Hormis ce développement judiciaire, tout se poursuit sur les mêmes paramètres. Benjamin Netanyahou a même obtenu le renouvellement de la confiance de son parti, qu'il a reconduit à la tête du Likoud et écarté son principal rival, Gideon Sa'ar. Et l'annonce de son inculpation est restée jusqu'à présent sans effet sur sa cote de popularité. Il devance toujours le leader centriste Benny Gantz comme étant le plus apte à prendre la direction du prochain gouvernement. En revanche, le Likoud reste devancé d'une courte tête par le parti bleu-blanc. La publication du plan de paix du président Donald Trump n'a pas non plus rebattu les cartes, probablement parce que les 2 grands partis, dont les dirigeants avaient été successivement reçus le mois dernier par le chef de la Maison-Blanche, ont tous 2 exprimé leur soutien de principe à la formule de règlement du conflit israélo-palestinien du président américain. Le projet d'annexion des implantations de Judée-Samarie
n'aura pas plus changé la donne, puisque Benjamin Netanyahou a dû se soumettre aux pressions de Washington et renoncer à le mettre en œuvre avant les élections et surtout avant de recevoir le feu vert express des Américains. Du même coup, cet enjeu perd lui aussi toute influence sur le déroulement de la campagne électorale. En tout cas, le Premier ministre Likoud n'a pas pu en retirer tout l'avantage qu'il escomptait auprès de l'électorat nationaliste et religieux. Or, c'est ce segment du public qui est actuellement le plus convoité par les partis de droite et par les centristes comme étant celui qui peut faire basculer l'issue du scrutin. Le parti Yamina, qui regroupe les 4 formations de la droite sioniste religieuse sous la direction de Naftali Bennett, ne représente pas un public homogène et une partie de ses électeurs pourrait tout aussi bien voter pour le Likoud, voire pour le parti de Benny Gantz. Chaque parti, à droite comme à gauche, va d'ailleurs devoir concentrer ses forces dans les 2 semaines qui viennent sur sa propre base électorale pour éviter son éparpillement, mais aussi pour éviter l'abstention. Un taux de participation faible bénéficie aux petits partis, puisqu'il fait baisser le seuil de représentativité, mais c'est aussi parce qu'une partie de la base électorale du Likoud n'est pas allée voter en septembre que Benjamin Netanyahou s'était retrouvé en 2e position derrière Benny Gantz. Si la campagne entre donc dans sa dernière ligne droite, c'est plutôt celle d'une course de fond où les spectateurs sont presque aussi épuisés que les coureurs. Le président Reuven Rivlin a dit aux Juifs américains que les relations américano-israéliennes devraient être au-dessus de la politique partisane. Un discours réalisé lors du rassemblement annuel de la conférence des présidents des principales organisations juives américaines qui s'est tenue cette année à Jérusalem. Le président de l'État d'Israël a également promis de soutenir les entreprises figurant sur une liste noire des Nations Unies, des entreprises opérant en Judée-Samarie. Et puisqu'on parle du président israélien, il se rendra cette semaine en Océanie pour une visite historique qui comprendra les îles du Pacifique et l'Australie. À Nadi, le président fidjien Rivlin rencontrera jeudi les dirigeants des îles du Pacifique pour un sommet organisé par le Premier ministre des Fidji. La visite de Rivlin dans les îles du Pacifique est une occasion d'affirmer les liens d'amitié et de solidarité qui existent entre l'État d'Israël et les États insulaires du Pacifique depuis de nombreuses décennies. Le sommet donnera un coup de pouce à la collaboration forte et continue entre l'État d'Israël et les États insulaires du Pacifique dans leurs défis de développement durable basés sur l'expérience d'Israël et de ses compétences innovantes dans les domaines de la santé, la sécurité alimentaire, la gestion de l'eau et la préparation aux catastrophes naturelles. L'Océanie n'est pas la seule zone géographique dans laquelle Israël tente de développer ses liens. L'État hébreu cherche à développer sa coopération avec les États arabes du Golfe et notamment le Soudan. Depuis quand ces échanges existent? Réponse d'Avi Pazner, ancien ambassadeur d'Israël en France et en Italie, notamment au micro de Serge Adenberg. C'était ce matin sur Radio J. C'est là une œuvre de longue haleine. Tous les premiers ministres israéliens ont eu des contacts plus ou moins serrés avec des pays arabes avec lesquels nous n'avions pas de relations diplomatiques. Mais il est vrai que dans ces 5-6 dernières années, il y a eu un resserrement de liens, bien sûr pas public, bien sûr en cachette, mais un resserrement des liens entre Israël et les pays que vous avez mentionnés et que j'ai ajoutés. Parce que nous avons maintenant au Moyen-Orient une situation différente à laquelle nous étions habitués, mettons il y a 10 ans, il y a 15 ans. Nous voyons maintenant peser sur les pays modérés du Moyen-Orient une menace venant de la part de l'Iran. Et l'Iran, c'est une menace extrêmement sérieuse. C'est un pays de 80 millions d'habitants, à lui tout seul. C'est immense. Il y a plus d'habitants en Iran qu'en France ou en Allemagne, ou bien dans tous les pays sunnites du Moyen-Orient ensemble. Et donc, les pays arabes ont compris que seuls, ils ne pourraient pas faire face à cette menace iranienne. Donc, il leur fallait un allié. Et l'allié qu'ils ont trouvé, c'est Israël, qui a la machine de guerre la plus forte au Moyen-Orient, et qui, elle, est, oui, capable de tenir tête à l'Iran,
et même toute seule, certainement avec d'autres alliés. Le problème, c'est que encore, on ne peut pas mettre à la lumière du jour toutes ces coopérations sécuritaires, car les pays arabes sont plus ou moins prisonniers des concepts politiques de la Ligue arabe, où siègent beaucoup de pays qui n'aiment pas Israël. Et la Ligue arabe qui toujours choisit le commun dénominateur le plus bas a adopté la cause palestinienne qui divise les pays arabes, parce que beaucoup de pays arabes en ont assez de parler de cette cause palestinienne, justement alors que vous avez cette menace sur eux. Donc vous avez là une situation extrêmement moyen-orientale, dirais-je, où des pays qui ouvertement professent leur criticisme à l'égard d'Israël, en cachette, ont une excellente coopération avec Israël, coopération sécuritaire, même des fois économique, et que c'est un fait nouveau, c'est une donnée nouvelle dans la vie du Moyen-Orient. Bien sûr, on peut en parler, je peux en parler seulement à titre officieux, puisque je ne suis plus en charge d'une ambassade ou d'un ministère en Israël. Vous entendrez jamais le premier ministre israélien ou le ministre de la Défense d'Israël parler ouvertement de ce phénomène, mais ce phénomène est bien là et il pèse dans le rapport de force du Moyen-Orient aujourd'hui. Radio J, il est 14h17, on va marquer une courte pause et on revient dans un instant pour la suite du journal. Radio J, 14h18, la suite du journal Gabriel Attal. L'assassinat du commandant Qassem Soleimani et la publication du plan de paix de Donald Trump au Moyen-Orient ont déclenché une confrontation directe avec l'axe de la résistance au Liban. C'est ce qu'a déclaré le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah. Tous les habitants de la région porteront un fusil car ce tyran américain n'a laissé de place à personne, a déclaré le chef du Hezbollah libanais lors d'un discours télévisé commémorant les 40 jours qui ont suivi l'assassinat de Soleimani et du chef paramilitaire irakien Abou Mahdi al-Muhandis. Selon le leader du Hezbollah libanais, l'assassinat de Qassem Soleimani et le deal du siècle ont été conçus pour faciliter la politique dominatrice américaine et israélienne dans la région et que les deux crimes ont déclenché une confrontation directe avec l'axe de résistance au Liban. Hassan Nasrallah a appelé à former un front de résistance unifié contre les États-Unis à travers le monde et a exhorté au boycott économique contre les produits américains comme une nouvelle arme, car le point de faiblesse de l'Amérique est son économie, a-t-il estimé. L'Égypte a commencé la construction d'un nouveau mur frontalier le long de la bande de Gaza selon un rapport d'Al Monitor. La construction a commencé fin janvier alors que l'Égypte entamait une série de nouveaux projets pour renforcer la sécurité à la frontière et empêcher l'infiltration d'éléments terroristes et extrémistes depuis Gaza. Une fois terminé, le nouveau mur s'étendra du passage de Keren Shalom au passage de Rafah sur une distance d'environ 2 km. Il mesurera 6 mètres de haut et s'étendra sur 5 mètres sous terre. Le gouvernement égyptien estime que le mur empêchera l'infiltration d'hommes armés ainsi que la construction de nouveaux tunnels transfrontaliers en Égypte. En France, passation de pouvoir ce matin entre Agnès Buzyn et Olivier Véran au ministère de la Santé. La voix tremblante, l'ancienne ministre a exprimé sa gratitude et son admiration pour tous les salariés du ministère. J'ai certainement vécu l'une des plus belles aventures humaines. Ma gratitude est immense. Mon émotion traduit ma gratitude et l'admiration que j'ai pour vous tous. Elle traduit aussi mon espérance pour l'avenir de Paris, qui me tient tant à cœur. Et je serai au rendez-vous. Agnès Buzyn se tourne à présent donc vers sa nouvelle tâche, faire gagner la République en marche à Paris. Le temps presse puisque le premier tour des élections aura lieu dans moins d'un mois. La porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, invitée de LCI ce matin, a affirmé qu'Emmanuel Macron n'a pas eu à la convaincre puisque c'est elle qui a fait la démarche, elle qui a exprimé son envie de se lancer dans la bataille parisienne. Vendredi encore, Agnès Buzyn
affirmait pourtant sur France Inter qu'elle ne pourrait pas être candidate en raison de son agenda très chargé et du surcroît de travail provoqué par la crise du coronavirus. Olivier Véran a quant à lui déclaré qu'il lancera dans les prochains jours une enquête nationale auprès du personnel hospitalier pour connaître notamment les raisons du mal-être dans ce secteur en grève depuis près d'1 an. Les critiques pleuvent depuis hier soir et l'annonce de la candidature d'Agnès Buzyn à la mairie de Paris. Elle ne connaît ni les dossiers parisiens, ni le programme élaboré par Benjamin Griveaux, dont on a vu les incohérences et les limites, ni même ses colistiers, a soutenu Ryan Nezar, le porte-parole de Cédric Villani, ce matin sur BFM Paris. Quelle crédibilité si Agnès Buzyn voulait être maire de Paris? Il fallait le dire plus tôt. On ne peut pas s'improviser maire de Paris à 30 jours du scrutin, a-t-il cinglé. Nous nous étonnons qu'une ministre engagée sur les dossiers majeurs comme la réforme des retraites, la crise de l'hôpital, le plan grand âge et surtout la gestion de la pandémie mondiale du coronavirus abandonne son poste du jour au lendemain, a souligné Nelly Garnier, la directrice de campagne de Rachida Dati, dans un communiqué publié sur Twitter. Le projet de réforme des retraites est examiné par les députés dès aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Pour marquer le coup, l'intersyndicale a décidé de manifester jusqu'en ces lieux. Le cortège s'était lancé à 13h30 de l'Opéra Garnier pour gagner le Palais Bourbon. Les deux lieux sont séparés de moins de 2 km, distance faible pour une manifestation parisienne, réitérant de vives critiques à l'encontre du projet de loi de la réforme des retraites qui retourne à 16h aujourd'hui à l'Assemblée en séance publique avec 41 000 amendements au programme. Le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, a indiqué ce matin que la CGT va présenter un dossier complet d'alternatives lors du 2e round de la conférence de financement avec le Premier ministre demain. Une nouvelle journée d'action et de manifestation est prévue jeudi. Les membres du groupuscule d'extrême droite arrêtés vendredi en Allemagne dans le cadre d'une vaste enquête antiterroriste prévoyaient des attaques de grande ampleur contre des mosquées sur le modèle de Christchurch en Nouvelle-Zélande, ont révélé hier soir des médias allemands. Selon le magazine Der Spiegel et le quotidien Bild, le groupe voulait frapper des lieux de culte musulmans pendant la prière. Il comptait imiter l'attentat de Christchurch en Nouvelle-Zélande qui a causé la mort de 51 personnes l'année dernière dans 2 mosquées. Ils entendaient utiliser des armes semi-automatiques notamment. Le chef présumé du groupe, connu et surveillé depuis plusieurs mois par les autorités, avait détaillé ses plans lors d'une réunion organisée avec ses complices la semaine dernière. Les enquêteurs en ont eu connaissance grâce à un informateur infiltré dans le groupe, affirment les 2 journaux. Les enquêteurs ont retrouvé lors des perquisitions menées dans 13 lieux répartis sur 5 États régionaux des couteaux, arbalètes, des grenades, mais aussi un fusil de chasse et un pistolet. Berlin a condamné aujourd'hui les projets d'attentats effrayants contre des mosquées. Et un soldat de la force française Barkhane déployé au Sahel pour lutter contre les djihadistes a été retrouvé mort dans son campement au Burkina Faso, a indiqué aujourd'hui le ministère des Armées, précisant ne pas connaître l'origine du décès. Au moins 24 personnes ont été tuées et 18 blessées lors de l'attaque d'une église hier dans le nord du Burkina Faso, a annoncé le gouverneur de la région du Sahel, le colonel Salfo Kaboré. Dans la journée d'hier, un groupe armé terroriste a fait irruption dans le village et attaqué les paisibles populations de la localité après les avoir bien identifiés et séparés des non-résidents, a affirmé le colonel Kaboré. Radio J, il est 14h25, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'information à 15h et dans un instant la suite des programmes avec Philippe.